Bonjour à tous. Pour rejoindre et s'abonner mensuellement sans contrainte de temps à mes documentaires exclusifs, ainsi qu'au direct, allez sur ma page de chaîne ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous verrez apparaître cette fenêtre qu'il faut remplir. À bientôt donc. Lettre dans laquelle le président russe les pressait de faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. La Russie leur demandait de ne pas choisir l'affrontement, de reculer. Et en guise de garantie, nous étions prêts à amener des troupes dans la région. Nous avons rapidement accepté. J'ai pensé qu'il était capital que Yeltsin soit impliqué et que des troupes russes viennent. Le dernier jour de l'ultimatum, des colonnes de troupes russes arrivent. Leur présence dans les zones autour de Sarajevo rend toute frappe de l'OTAN impossible. Les Serbes acceptent alors de retirer leur armement lourd. Mais l'OTAN va intervenir à Goražde. C'est sa première intervention en Bosnie-Herzégovine et ils vont intervenir malgré la présence des troupes russes. C'est seulement lorsque 2 tanks serbes atteignent les abords de la ville que le général Rose demande une intervention aérienne de l'OTAN. I got the target on my nose. Hey, what are you aiming at, Jim? I'm at it, right in his tent. We have bomb splash, bomb splash. Le premier bombardement dans l'histoire de l'OTAN frappe une tente, le PC serbe local. Mais les Serbes ne se laissent pas dissuader longtemps. Leur commandant, le général Mladic, riposte en se saisissant de 150 membres des forces de l'ONU sur son territoire. Ils sont désormais ses otages. Il nous a fait comprendre les limites et les difficultés du recours à la puissance aérienne lorsqu'on a des forces exposées sur le terrain. Les Nations Unies envoient une délégation à haut niveau pour négocier la libération de leurs otages. Nous étions arrivés à un accord et nous apprêtions à prendre l'apéritif. Juste après la salade, nous avons reçu un message urgent nous disant que le général Rose essayait de nous rejoindre. Hello, Mr. Kashi. Michael, I'm here. En désespoir de cause, le général Rose doit utiliser sa radio en clair pour communiquer avec ses supérieurs. Il leur dit que pendant qu'il festoie avec les leaders serbes, ses troupes de Goražde sont sous le feu des tireurs serbes. The situation has deteriorated very rapidly while you've been in the meeting. They're firing on our guys. We need air support now. Over. Ce fut une des aventures les plus surréalistes de ma carrière onusienne. Rose était à Sarajevo, Mladic à l'extérieur de Goražde. J'étais ici et le représentant de l'ONU juste là. Nous avions 2 cartes et 2 téléphones. How about Dr. Khan ordering immediate ceasefire? Sir, I don't think that by the time the message gets to the units on the ground, they will all be either dead or captured. Over. Nous étions dans la salle avec un soldat tenant un talkie-walkie dans lequel on entendait le commandant des Nations Unies envisager de faire bombarder les gens avec lesquels M. Karadzic était justement en train de discuter. J'étais furieux. J'ai demandé à Mladic, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Le général Mladic répond à son chef que ses armes sont braquées contre la ville et non contre les positions des Nations Unies. Si les soldats des Nations Unies sont bombardés, c'est de leur faute. J'ai insisté en disant que Rose nous disait la vérité. Et puis les Nations Unies ont reconnu que leurs troupes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Et l'offensive serbe se poursuit. Cette nuit-là, le gouvernement bosniaque somme M. Akashi et le général Rose de venir s'expliquer. What if they attack now again? The chance that they did all day.
I mean, you understand our position because we've been saying this to you and General Rose since 2 weeks now. I'm sorry, but this is... No, I mean, you are right. You know, Le 24 avril 1994, Bill Clinton prend la parole. Shelling a hospital, shelling the UN headquarters, taking United Nations hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use air power. They are the complete aggressors and wrongdoers. Et le président Clinton exige des frappes aériennes immédiates. J'ai reçu des appels au plus haut niveau, exigeant qu'on fasse la guerre aux Serbes de Bosnie. Mais les Nations Unies ne sont pas d'accord. Seul un homme veut poursuivre les négociations avec les Serbes, l'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi. Il pensait que lui seul était en mesure d'empêcher une action qui risquait de faire déraper la mission de maintien de la paix. The peacekeeping mission over the edge. Dans l'Adriatique, 200 avions de l'OTAN sont prêts à prendre l'air. À Belgrade, l'envoyé spécial apparaît aux côtés de Milosevic et Karadzic pour annoncer un cessez-le-feu de plus sous les auspices de l'ONU. Et pendant ce temps, les Afghans de l'internationale islamiste continuent la guerre, aidés par les Américains. Voici ce que font les Moudjahidines. Ils se lancent à l'assaut des lignes ennemies au cri d'Allah est grand. Avec de tels combattants, des postes réputés imprenables tombent les uns après les autres. Ils étaient d'une brutalité extrême. Cruelle. Ils ne fuyaient devant rien. Luttaient avec violence. Et rien ne pouvait les arrêter. Et même pas lorsqu'il y avait des populations civiles en face d'eux. Tu n'avais pas le temps de lever les mains pour te rendre, qu'ils te tiraient déjà dessus. Quand tu es face à ce type d'ennemi, tu tires pour tuer ou tu te fais tuer. Le fait qu'ils aient beaucoup de succès militaires, mais aussi en raison de leur brutalité et de leur apparence physique impressionnante, ils n'avaient rien à voir avec les troupes contre qui on avait l'habitude de se battre. Les combattants étrangers veulent imposer la charia dans un pays qui s'y refuse. Et pour cela, ils vont employer la force. Ces documents du tribunal international attestent d'hommes frappés parce qu'ils fument, de bars saccagés car ils vendent de l'alcool, ou de femmes molestées car elles ne portent pas le voile. Les Moudjahidines font aussi fuir les familles qui se baignent dans les rivières à coups de kalachnikov. Les Moudjahidines, derrière qui se trouvait Oussama Ben Laden, voulaient avant tout créer un califat européen, c'est-à-dire un État musulman régi uniquement par la charia. Mais ils ont dû rapidement se rendre à l'évidence. Les musulmans bosniaques n'étaient pas disposés à vivre sous ces règles strictes. D'ailleurs, ceux-ci étaient en grande majorité des modérés qui avaient vécu en très bons termes avec les Croates et les Serbes, qui étaient tous chrétiens. Ils ont réussi quelques belles opérations militaires. Mais au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est commettre des atrocités. Ils ne nous ont rien apporté. Malgré l'importance qu'ils avaient au sein de notre armée, ils ne nous ont rien donné de bon. Leurs actes ont juste terni l'image de tous les soldats de l'armée de Bosnie. À l'image de ce colonel, plusieurs hauts gradés bosniaques manifestent leur colère auprès de leur hiérarchie. Mais la brigade El Moudjahidine a su se rendre incontournable et le pouvoir fait la sourde oreille.
Le président bosniaque Alija Izetbegović et son gouvernement de l'époque étaient d'accord pour dire que bien qu'ils aient reçu ce dont ils avaient besoin de la part des Afghans, ils avaient aussi reçu beaucoup de choses dont il se serait bien passé. En disant ça, il faisait allusion à la radicalisation islamiste et à ces extrémistes qui faisaient la promotion d'idées totalement étrangères à la culture locale. Des idées qui, d'ailleurs, dès le début, n'étaient pas acceptées par les musulmans de Bosnie. Et la guerre continue dans toute son horreur. Habitants et combattants la condamnent, quel que soit leur côté. Voilà, avec cette politique de malheur, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va recommencer dans 10 ou 15 ans? Voilà mon fils qui arrive. À votre santé, que Dieu vous garde. Cache ton ventre. Au contraire, qui veut que je suis fort. De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tout ce gâchis. Je veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les Serbes. Il n'y a pas de problème entre les Serbes et les Croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème il est chez les hommes politiques. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, c'est mauvais. On aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres qui nous laissent. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Ça, de ça, c'est Je ne sais pas. Et nous voilà en mai 1995. Les lignes de front n'ont pas bougé. La guerre continue, mais les lignes de front n'ont pas vraiment bougé. Et la tension atteint son paroxysme lorsque les Serbes prennent une position clé à Sarajevo. Une position clé qui était tenue par les forces françaises. Et il y a des prises d'otages. Alors moi, je crois que c'est là où la force de l'ONU bascule complètement. À partir de la prise du pont, l'ONU bascule. Et que fait l'ONU? Eh bien, c'est simple, les Français reprennent le pont. Par les armes. Il y a 2 morts du côté français et 17 blessés. De l'autre côté, 4 morts serbes et plusieurs prisonniers. Et puis il y a eu Srebrenica. Un massacre à Srebrenica. Srebrenica est donc tombé aux mains des Serbes cet après-midi. Le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU. Il n'aura fallu que 5 jours aux Serbes de Bosnie pour contrôler Srebrenica, ville devenue refuge de milliers de musulmans. 5 jours de bombardements, de tirs, d'attaques. 40 000 réfugiés sont assiégés. Sur place, le personnel de Médecins sans frontières assiste à l'offensive. Un obus est tombé à 30 de mètres de l'hôpital et a fait exploser la plupart des vitres. Ça rend effectivement le travail extrêmement dangereux pour les équipes de soins, ainsi que pour bien sûr les blessés qui sont amenés à l'hôpital.
Srebrenica a été déclarée officiellement zone protégée par l'ONU en avril 93. Quelques centaines de casques bleus sont donc positionnés aux abords de la ville. Le 11 juillet 95, ils tentent de répliquer, mais la réponse internationale sera de courte durée. Appelés à la rescousse, les avions de l'OTAN sont rentrés en action. Ils ont détruit 2 blindés. Alors les Serbes ont lancé une menace. Si les frappes aériennes continuent, nous tuerons les 30 casques bleus que nous détenons. Les frappes ont été suspendues. Les Néerlandais ont dû évacuer leur position. Dès lors, la route de Srebrenica était ouverte aux assaillants. 1500 soldats serbes contrôlent alors la ville. Des milliers de réfugiés fuient vers Potokari, la base de l'ONU, espérant une protection. Mais sous les ordres du général Ratko Mladic et sous le regard des casques bleus, les hommes, les femmes, les enfants sont triés, embarqués dans des camions. D'autres réfugiés traversent la forêt pour tenter de rejoindre les zones libres. Traqués par les milices serbes, beaucoup sont exécutés. Certains arrivent à atteindre des campements de fortune. Celui de Valovice, par exemple, où se trouve le journaliste Frédéric Albert. Un vieillard se précipite sur nous. Je vais vous dire la vérité. Les Serbes ont tué 5000 hommes à Srebrenica. Tais-toi, lui lance un autre. Le vieux rentre dans le rang et s'en va s'asseoir aux côtés de ces femmes que la souffrance torture. Aujourd'hui, peut-être, il y aura des nouvelles. Peut-être. C'est cette espérance qui permet de tenir. Le sud de Srebrenica, qui était alors sous la protection de l'ONU et de l'OTAN, est devenu un symbole de l'impuissance de la communauté internationale. Les crimes qui ont été commis ont été qualifiés de génocide par des cours de justice internationales. Pour en parler, Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières, professeur de relations internationales à l'Institut des sciences politiques de Paris. Merci d'être avec nous. Il faut savoir que la Russie a opposé son veto à un projet de résolution des Nations Unies reconnaissant le massacre de Srebrenica comme un génocide. Elle qualifie cette proposition de résolution avancée par la Grande-Bretagne d'agressif. Ben d'abord, c'est Srebrenica est le lieu où a été commis un massacre sous les yeux de la communauté internationale organisée, c'est-à-dire d'un bataillon, en l'occurrence de soldats hollandais, mais enfin qui étaient là au nom de l'ONU pour protéger cette enclave. L'enclave a été attaquée, près de 8000 personnes, comme vous l'avez rappelé, ont été tués dans des conditions atroces. Donc le génocide, le terme génocide vous pose problème? Moi personnellement, oui, ça me pose un sérieux problème. Parce que il s'est agi, pour les milices serbes, de tuer les hommes en âge de combattre. Ils ont massacré tous les hommes, tous ceux qu'ils ont pu attraper en tout cas, qui avaient entre 15 et 50 ans. Ils ont explicitement exclu de leur massacre les femmes, les enfants, les vieux, c'est-à-dire au-dessus de 50 ans, et même les blessés. Les évacuations ont été organisées par eux. On tue ce qui est une menace militaire pour nous. Mais aussi en fonction de leur origine. On tue quand même certains combattants musulmans. Ils étaient tous des musulmans bosniaques. Voilà. Donc le groupe qui a été tué, c'était des musulmans bosniaques qui étaient en âge de combattre. C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, c'est une atrocité, ça ne fait absolument aucun doute. Cela étant, je pense que tout massacre ne relève pas de la catégorie de génocide, et qu'en inculpant pour génocide les gens qui ont fait cela, on dilue cette notion qui, à mon sens, mérite d'être conservée pour, par exemple, pour les Rwandais Tutsis. Là, il y avait une claire intention d'exterminer, d'annihiler l'ensemble de la population Tutsi du Rwanda. Et les frappes de l'OTAN s'intensifient. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme. Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Au théâtre municipal, on est vraiment très très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture.
il arrive là. Le colonel Kai est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Ninjarechi, ainsi que du Mont Iman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. Ne restons pas trop là. L'accord de paix a été repoussé ? Nous avons entendu à RFI que l'annonce du succès ou de l'échec des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures local. Inch'Allah. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre « L'Amérique perd patience ». Depuis le début de la guerre, un hôpital, sponsorisé par l'Arabie Saoudite, a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, et c'était normal. C'était donc des décisions individuelles, de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Un accord est trouvé à Paris. Il est signé aux États-Unis, à Dayton. L'accord prévoit en résumé que la Bosnie reste un pays uni composé de 2 entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire et la Fédération des Croates et des musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée, les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulman. Quant aux casques bleus, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en 3 zones. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Mais il ne fait vraiment pas l'unanimité, loin de là, cet accord. Je dirais même qu'il est décrié par tous les acteurs de la guerre. Tous les acteurs de la guerre. Sauf les États-Unis.